Bonjour la compagnie. Bon, j'ai essayé de trouver de nouveaux angles de prise de vue, mais il n'y en a pas 150 000 en fait. En tout cas, pas 150 000 qui me vont. Et donc, me revoilà sur ma terrasse. Il faut que je trouve. Je vais essayer d'innover en fait. Je me lasse moi-même. Il faut que je trouve. Faut que je fasse un travail peut-être de décor ou de. Je sais pas. Il faut que je trouve quelque chose. Je vais réfléchir à cette question. Donc, nous, Emmanuel Pagano. C'est reparti. Alors, on en était où? Putain, il fait chaud là. Il fait très très chaud. Ça tape. Ça tape. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je mets le chapeau? Non, mais je pense que j'aurais dû, parce que là, j'ai la nuque qui va souffrir. Mais comme je suis tout blême, tout blanc, comme une sorte d'endive, je me dis, après tout, c'est pas mal. J'aurai la nuque bronzée. Non, ce n'est pas une contrepétrie. Alors, merde, il y a plein de bestioles. Alors, un été de ma jeunesse, un peu désœuvrée, un peu curieuse, je m'étais fait embaucher sur un tournage qui se déroulait près de notre village, c'est-à-dire loin de tout. C'était l'événement, et tous les habitants avaient trouvé le moyen de faire un petit quelque chose, la plupart étaient figurants. Figurants et fiers. Moi, je ne servais presque à rien, je préparais quelques cafés, et je collais des marques de Chatterton orange au sol, selon les directives de l'assistant metteur en scène, des indices adhésifs qui permettaient aux comédiens de se déplacer, de se placer, de rester très précisément où il fallait. Parfois, et c'était le découpage technique qui voulait ça, le bout de scotch devait être enlevé vite avant qu'il ne se voie, dans un travelling arrière par exemple. Je n'y connaissais rien, mais je savais que je devais me précipiter au pied de l'acteur pour enlever le signe, effacer la preuve que tout ça c'était pour de faux. J'avais donc couru vers lui. Ah merde. Excusez-moi, c'était une alarme. J'avais donc couru vers lui, tête baissée, il y a 30 ans, et j'étais tombé dans mon affolement de débutante. Je m'étais rattrapé à ses chevilles, à son rire. Une femme qui tombe à ses pieds. Effectivement, irrésistible. L'alarme, c'était pour le rameur. J'ai un rameur. Et il est temps de... C'est temps de se bouger un peu parce que... Entre les pâtes et les conserves et puis ma fainéantise générale. Juin arrive. Donc, chers amis, luttons ensemble contre le relâchement calorique hivernal. Voilà. J'en suis à 200 tractions par jour, sans le matin, sans l'après-midi. Mais mon projet est de monter à 500. Pour ça, il va me falloir... Enfin, 500 le matin, 500 l'après-midi. Mais il va me falloir 3-4 semaines. Voilà. À ceux qui me connaissent vraiment, vous savez comment j'entretiens ce corps qui déclenche l'hystérie. Alors, lorsqu'elle s'est déshabillée, la couleur des aréoles de ses seins très foncées m'a surprise. Elle a la peau si blanche. Elle m'a dit avec un petit sourire, « Il y a longtemps que je n'ai plus de tétons roses. Je ne savais pas qu'ils étaient brunis par les maternités. Je ne savais pas combien elle avait eu d'enfants. Je ne savais pas grand-chose, ni d'elle, ni de la vie. » Super beau, ça. Ils ne sont pas tous brunis par les maternités. J'ai certaines femmes, pas toutes, mais c'est vrai qu'ils sont brunis par les maternités. Et là, il y a un fragment qui n'est qu'une phrase, exactement comme si ces nerfs étaient les miens. Je sais pas. On passe au suivant. Elle et moi, ça n'a pas marché. J'avais toujours une autre femme en tête pour après. Je pensais rencontrer une autre femme plus tard, ou même elle peut-être, mais en mieux parce que plus tard. Comment s'appelle ce sentiment, identique à la nostalgie, mais de l'avenir? Le regret, l'envie de retrouver ce qu'on n'a pas encore vécu? Ce moment futur, je le languissais et je redoutais aussi par avance sa disparition. Je vivais tout par avance.
J'attendais et je déplorais la non-encore apparition, la non-venue de toute chose. Et tout ce qui était déjà là, près de moi, me semblait n'avoir aucune importance, ne pas exister. Moi-même, je n'existais que dans l'avenir. Elle était dans le présent, elle était tellement présente. Maintenant, elle est dans le passé. J'attends son retour. Le nombre de gens à qui ça arrive. Ouais, mon gars, tu peux toujours attendre. Ça, c'est le syndrome de la queue de Mickey. J'appelle ça aussi le bar à sushi. C'est-à-dire que les gens s'imaginent, en fait, enfin certaines personnes s'imaginent que les autres sont des petites coupelles sur un bar à sushi, quoi. C'est-à-dire qu'elles peuvent les... Puis hop, ça va revenir, en fait. Ça va revenir. Ils ont une mentalité de harem. Les gens sont à leur disposition, en fait. Voilà, et pour la queue de Mickey, vous savez, c'est dans les manèges. Il faut sauter pour attraper la queue de Mickey. Et quand on la rate, en fait, le risque, c'est qu'avant que le nouveau tour soit complet, quelqu'un d'autre l'ait chopé, en fait, la queue de Mickey. C'est pas grave, mais non. Eh ouais. Il y a plein de cons et plein de connes qui ratent leur vie comme ça. Mais je veux dire qu'ils la ratent, hein, vraiment. Mais non, mais c'est pas possible, puisque la vie, c'est toujours en mouvement, c'est la croissance. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des carrefours dans la vie qui font que on peut, après quelques années, avoir la sensation de l'avoir raté. Sur le même mode que ce monsieur. Oh, il attendait mieux, il n'a pas eu mieux. Oh, maintenant il attend son retour. Oh. Eh ben voilà, les Américains appellent ça un wake-up call. C'est-à-dire, c'est genre ça te réveille, mais un peu comme de la gégène sur les couilles, en fait. Moi, ça me fait rire. Comme les gens, il y a plein de gens qui rient parce qu'ils voient quelqu'un tomber dans la rue. C'est toujours un peu rigolo, mais moi je me retiens souvent de rire. Hein. Ça peut être, c'est humiliant, donc je vais aider la personne pour qu'elle se sente moins gênée. Donc quand les gens tombent dans la rue, ça me fait pas tellement rire, en fait. Ça me fait rire mécaniquement, mais c'est très court. Par contre, quand les gens tombent dans la vie comme ça, euh, c'est sans doute mal de l'avouer, mais je trouve ça savoureux. Je trouve ça savoureux. Voilà. L'orgueil précède la chute. Bon, vous allez vous dire, putain, le mec, il cite souvent la Bible. Bah alors, c'est quand même le plus grand des best-sellers, je veux dire. Alors, je vous ai raconté le coup de mes enfants à qui j'ai fait percuter qu'on disait bibliothèque parce que c'était Bible. C'était l'endroit, à l'origine, où on rangeait des Bibles, en fait. Les gens en avaient plusieurs, en fait, et ils la lisaient. Ils ont été sous le choc pendant un quart d'heure. J'étais mort de rire. Quoi? Une bibliothèque, c'est... Mais alors, on range les livres. Mais, ah, d'accord, parce que c'était le premier livre. Ah, mais, ah... Ils n'arrivaient plus à... C'est bon, j'ai fait sauter tout le système. Voilà. Et ça m'amuse toujours parce que même les gens, et je les respecte tout à fait, hein, je suis un peu comme ça, les plus rationalistes, les plus philosophes, les plus émancipés, les moins religieux, ils sont tous des bibliothèques. Donc, ils sont tous des bibliothèques. Ils ne peuvent pas arranger leurs livres comme ça d'empirisme anglais ou je sais pas, ou de cuitrache ailleurs que dans une bibliothèque. Putain, ah mais c'est l'horaire, je pense. Il y a encore un camion. C'est l'horaire auquel je fais ces petites lectures. Bon, allez, on enchaîne. Chaque soir, j'épile soigneusement le dos et les épaules de mon mari. Il n'aime pas se savoir poilu, surtout dans le dos, parce que c'est la seule partie du corps qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas. Il est très élégant, il ne voudrait pas se laisser aller. Il m'a dit, tu es la seule à qui je peux montrer mon dos, mes imperfections. Et depuis 10 ans, tous les soirs, c'est devenu un rituel d'endormissement. J'enlève quelques-uns de ses poils, où moi seul est axé, et puis je le caresse des omoplates aux reins. Quand j'ai tout enlevé et que j'arrive en bas, après une semaine ou deux, il faut déjà recommencer en haut. Ton mari est gay, ton mari est gay. Et toi, enfin je sais pas, là moi je vois pas du tout comment
comment il gère la destruction de, de toute tension physique entre eux. Enfin si, je vois comment il la gère. Il la gère même très très bien, de façon continue. Bon, les papouilles dans le dos, c'est ultime. Mais alors là, l'épilation tous les soirs des poils du dos, je sais pas quoi. C'est voilà. Bon voilà. Alors là, moi, je parie une somme importante en fait sur le fait que ce monsieur a installé Grindr sur son smartphone depuis longtemps. Est-ce qu'elle le sait? Je sais pas. Peut-être que son but dans la vie, c'est pas, c'est épiler. Je sais pas ce que, je sais pas, enfin, je sais pas. Il y a vraiment des gens que je comprends pas. Et c'est normal, c'est bien, c'est bien. Il faut tout pour faire un monde, comme disait ma grand-mère. J'étais attablé en salle de travail à bibliothèque, tout entière dans ma lecture, bien contenue dans le fond, dans le rond éclairé de la lampe et dans le silence entretenu, dans ma bulle, comme on dit. Il y a eu ce geste d'ombre sur moi, il a fait ce que je déteste, ce que je n'ai jamais laissé personne faire avant lui, lire par-dessus mon épaule. Je ne sais pas pourquoi, cette fois, ça ne m'a pas gêné. Je ne l'ai pas regardé. Passé un tout petit temps d'arrêt et de surprise, j'ai recommencé à lire, et lui de même, derrière moi, debout, après avoir eu cette délicatesse de s'écarter juste de quoi me redonner suffisamment de lumière et sans jamais salir le silence. Ce silence de bibliothèque fait de petits bruits de papier, de chaises à peine poussées et de pas chuchotants. Ses mains se sont posées de part et d'autre des miennes, qui tenaient le livre. Ses bras tendus ont fait comme des barrières de protection pour mon espace, cet espace de lecture jalousement épousé, notre espace désormais. Et nous avions, sans voir nos yeux, les mêmes regards, les mêmes poses, même arrêt des virgules, même fin de phrase. Je sentais en tournant la page qu'il était arrivé en bas d'elle. Nous lisions au même rythme, et puis nous avons veillé à garder ce rythme, même quand ça ne va plus trop entre nous. Nous lisons toujours ensemble, et si nous nous manquons de quelques lignes, nous nous attendons. Là, il y a plein de choses Il y a plein de problématiques abordées. La drague en bibliothèque. En même temps, ça finit, c'est assez beau, là, sur la synchronisation. Bon, c'est un vrai couple, quoi. Ils se synchronisent. Après, la question de la drague en bibliothèque. Les intellos, c'est une espèce à part. Hein. Ils ont leur code. C'est tout. Moi, je trouve qu'ils confondent un peu l'absence d'action avec la délicatesse. Enfin, tout est dans le retrait. Mais en revanche, concernant la drague en bibliothèque, j'ai des choses à raconter. Dans ma jeunesse, en fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Bref, c'est compliqué. C'était il y a longtemps. Et en fait, moi, je suivais des études de lettres. Enfin, je ne les suivais pas vraiment. J'étais inscrit. Et il y avait un endroit qui s'appelait la bibliothèque Sainte-Geneviève, que certains connaissent. Une très belle bibliothèque près du Panthéon. Et où les plus belles filles, en fait, de Paris venaient, en fait, lire. Donc, non seulement elles étaient belles, mais en plus, a priori, elles n'étaient pas cons, elles étaient cultivées. C'était une sorte de, je sais pas, de collecteur de super meufs. Bon, bref. Et donc, bon, tous les types allaient en bibliothèque, du coup. Et alors, j'avais, à un moment, par hasard, un jour, je me suis rendu compte de quelque chose que j'ai refait quelques fois après. Ce jour-là, je lisais les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Ceux qui me connaissent vont être lassés, mais c'est comme ça. Je le lisais déjà, en fait. Et donc, je le lisais le dos sur j'aime pas lire comme ça, penché. Et donc, on voyait la couverture. Et alors que ces filles de bibliothèque, qui ne sont pas des rats de bibliothèque, mais des bombes de bibliothèque, habituellement n'abordent jamais, n'entament jamais la conversation, quoi. Et là, la fille en face de moi commence à me parler, en fait. Elle dit tu aimes ce livre, et c'est ça, enfin bref. Bon, ça n'a rien donné. Mais je me suis dit, putain, j'ai rien eu à faire, en fait. Donc,
les semaines suivantes, je lisais toujours Fragments d'un discours amoureux à la bibliothèque Sainte-Geneviève. J'allais dire. Eh bien, c'est simple. Ce livre est magique à plusieurs titres, mais il est magique aussi à ce titre-là. Quand on lit ce livre dans une bibliothèque, les femmes vous parlent. Je veux dire, elles entament la conversation. Incroyable. Mais c'est, je veux dire, 1 sur 2, en fait. C'est le livre hameçon le plus efficace que je connaisse. Pas n'importe quelle femme. Hein. Ça va pas être Cynthia que vous avez croisé en boîte, ou ça va pas être. Mais voilà, la femme cultivée, la femme qui lit, qui quasi systématiquement est sapiosexuelle, elle va intervenir en fait. Elle va se dire, il se passe quelque chose. Et ça, voilà, c'est des petits trucs magiques que personne ne sait, qui sont quand même très pointus, quoi, qui ne s'appliquent qu'à un certain milieu social. Mais bon, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui écouteront ces vidéos, qui traînent dans ces eaux, et à qui ça peut servir, quoi. Voilà, c'est cadeau. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau de... Ce livre est extraordinaire. Bon. On enchaîne. J'avais une autre... Oui, non, on ne va pas enchaîner. Je vais continuer mon délire. Donc, toujours très jeune. Hein, j'avais moins de 25 ans. Il y avait aussi la bibliothèque du Centre Pompidou. Alors, ceux qui se souviennent, il fallait faire la queue. C'était assez chiant, en fait. Et par contre, elle était immense et c'était pas du tout la même population. C'était beaucoup plus mélangé. Et il y avait aussi énormément de catalogues. Et là, j'étais plus âgé, parce que ce que je vous ai raconté à la bibliothèque Sainte-Geneviève, je devais avoir 21-22. Et là, j'étais plutôt vers du 24-25. Et donc, j'avais déjà commencé un peu à... J'habitais plus dans le 7e, j'habitais dans le 11e. J'avais compris que je ne serais jamais... je serais jamais universitaire, parce que je faisais pas le boulot, et puis j'en avais pas envie, mais bon, que je serais... je voulais être artiste. Enfin, je voulais que ce soit ma vie, en fait. C'était pas l'étiquette qui m'intéressait, c'était la vie. J'ai réussi. Eh bien, donc j'allais à la bibliothèque du Centre Pompidou, plus souvent. Et là, il y avait plein de filles qui s'intéressaient à l'énorme rayon de catalogue d'artistes, en fait, qu'il y a dans cette bibliothèque. Et c'était pas les mêmes filles, en fait. Pas du tout. Pas du tout les mêmes filles. Et en fait, c'était quasiment impossible de leur parler aux tables, en fait. Alors qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ça se faisait beaucoup aux tables, ou debout à la table de récupération des ouvrages qui étaient... On remplissait une fiche, on demandait l'ouvrage, et puis quelqu'un nous l'apportait en fait à une table. Et donc, quelquefois, il y avait 2-3 personnes qui attendaient, et là, il y avait quelque chose à jouer. Mais ça se faisait aux tables. Et là, pas du tout. Et donc, je me suis dit, c'est une grande bibliothèque, super, des filles a priori plus faux-folles, a posteriori aussi. Mais comment fonctionne cet espace, en fait? Comment fonctionne cette bibliothèque? Et là, deuxième cadeau que je fais à ceux, je ne sais pas si ça marche toujours, parce que c'était il y a un certain temps, mais je suis sûr que les espaces ne changent pas, comme les gens. Donc, deuxième cadeau. Comment fonctionne la bibliothèque du Centre Pompidou? Tout se passe, mais tout, autour de la photocopieuse. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas possible aux tables, en fait. C'est trop grand, c'est trop flippant. Le milieu social est trop peu intégré. Je pense que les femmes ont l'impression d'être... les filles, parce qu'elles sont trop jeunes pour être appelées femmes. Elles ont l'impression d'être dans le métro, en fait. Donc, elles sont un peu stressées. Encore moins dans les rayons. Alors là, ça fait spot de viol. Mais la photocopieuse, qui est à la vue de tout le monde, en fait. Donc, voilà. Donc, si je comptais le nombre de photocopies payantes, évidemment, que j'ai faites, alors que j'en avais rien à foutre de ce que je photocopiais, il faudrait ouvrir une autre bibliothèque, uniquement qui reconnaîtrait que mes photocopies d'époque. Et voilà. J'ai fait une seule rencontre super à cette époque.
une fille qui s'appelait Aurélie. Bon, moi, je fais partie d'une génération où beaucoup de filles s'appelaient Aurélie. Bon, on ne peut pas dire que Marc, ça soit très original non plus. Hein. Et donc, j'ai rencontré un certain nombre d'Aurélie, mais elle s'appelait Aurélie. Plusieurs années après, elle a curaté une très grosse exposition au Centre Pompidou. Bon, on ne s'était pas vu, enfin, je sais pas, on ne s'est plus vu. Mais 15 ans après, j'ai vu l'affiche, j'ai vu en tout petit, et je me suis dit, waouh, waouh. On s'est rencontrés près de la photocopieuse, la bibliothèque du Centre Pompidou, et 15 ans après, elle curate une exposition au Centre Pompidou. La classe. Je savais, moi, qu'elle y était au Centre Pompidou depuis 15 ans, en fait. Mais bon, ça s'est mal terminé dans une crêperie de la rue Oberkampf. Et donc, c'est un souvenir mêlé, en fait. Bon, alors, et là vous vous dites, mais putain, j'ai pas cliqué pour qu'il me raconte ces pauvres histoires du paléolithique, moi. J'ai cliqué pour qu'il me lise Nous on nous, d'Emmanuel Pagano. Mais on m'aurait menti, on me vole. Alors, nouveau fragment. Elle habite une maison au bord de la mer, au bout d'une route inondable à marée haute. 2 fois par jour, la nature ferme ses portes, elle fait disparaître la route. Je ne peux venir la voir qu'à marée basse. Beau ça. Il sait faire des paquets cadeaux comme personne, des paquets parfaits, de Noël ou d'anniversaire, proprement scellés, le papier aplati du plat soigné de sa main, avec un pli marqué aux 2/3 de la surface, comme s'il avait repassé une chemise. Ce pli, c'est sa signature. Elle a cet art-là. Hein. Je crois que c'est hier ou avant-hier que je disais qu'elle travaillait sur la trace, sur l'empreinte, mais elle a cet art-là aussi de repérer des détails chez les gens, mais détails qui sont eux aussi indépendants du corps des gens. En fait, souvent les gens décrivent il avait un grain de beauté, ou elle avait ceci, etc. etc. Bon, c'est important, hein, le corps de l'autre, de la personne aimée. Mais ce que fait Emmanuel Pagano, c'est qu'elle isole des détails, de micro-détails, d'actions. Et c'est vrai que souvent, quand on décrit les gens, on ne dit pas bah, ils font un pli sur un paquet cadeau quand ils l'emballent. En fait, on va dire bah, cette personne mesure ceci, ou je sais pas, du poil aux pattes. Alors qu'en fait, ça renseigne davantage. Et donc, de la même manière que par la trace, elle médiatise le rapport au corps, là, en relevant ces détails, elle médiatise le rapport à la psychologie de la personne. Parce que dans ce détail-là précis, on imagine quelqu'un comme ça, de méticuleux, qui a exécuté son action, qui l'a répété. On connaît la personne, en fait. On a une idée d'un profil psychologique. Et donc, hein, tout est dans les détails. À l'origine, d'ailleurs, ce n'est pas cette expression « tout est dans les détails » est une laïcisation de « le diable est dans les détails », qui est les détails. Les détails. Et là, c'est quasiment du fétichisme psychologique, en fait, parce que comme c'est isolé comme fragment, donc c'est cette chose-là c'est ça qui servait d'encre à cet amour-là, cet amour de cette femme pour cet homme. Ça servait d'encre, en fait. Et quelquefois, enfin, on va aimer quelqu'un pour ses mains, pour ses yeux, pour son sexe, enfin, pour des détails, en fait, pour Mais on peut aimer quelqu'un aussi pour ça, pour des détails comme ça, des détails d'attitude, en fait. Il y a plein de choses à côté, on n'aime pas ou on s'en fout, en fait. Puis il y a 1 ou 2% de ces attitudes qui nous font complètement craquer, en fait. C'est fou, hein? Voilà.
Donc ça, c'est du fétichisme psychologique. Elle a isolé un détail de cette personne, silencieux, et elle kiffe ce mec. Il doit même pas savoir, lui, qu'elle l'aime parce qu'il sait faire les paquets cadeaux. Et moi, ce dérisoire, je le trouve effrayant, mais magnifique. Le type. Pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à savoir, ça risquerait de te décevoir ou en tout cas de t'inquiéter. Ne cherche pas à savoir. Non, tu veux vraiment savoir? Elle t'aime parce que tu fais super bien les paquets cadeaux. Putain, je trouve ça génial. Bon. Elle partait souvent marcher. Chez elle, il y avait un sac à dos toujours prêt. Je me suis acheté des chaussures de marche pour la suivre. Elle n'a pas voulu de moi. Je regarde ces chaussures qui ne me mènent nulle part, neuves dans mon placard. Mes chaussures stupides. Le mec chiant, elle n'en pouvait plus, donc régulièrement elle voulait sortir pour aller marcher tranquille, faire un tour. Il lui dit, je vais t'accompagner, je me suis acheté des Nike. Ça arrive à tout le monde, mais c'est trop rigolo. Alors, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je n'ai pas bu, mais je ne sais pas pourquoi je suis de bonne humeur. Alors, je n'ai fait qu'observer, à la dérobée, l'homme d'à côté de ma vie. Oh putain, ça c'est un fragment d'une phrase. Je n'ai fait qu'observer, à la dérobée, l'homme d'à côté de ma vie. L'homme d'à côté de ma vie. Je ne sais pas pourquoi je fais cette association, mais un jour une femme m'a dit « J'en ai marre d'être avec toi comme si j'étais seule. » Ça m'a rendu très triste qu'elle ait cette sensation, mais je la comprenais, parce que moi aussi, je me sentais seul avec elle. Maintenant, c'est un critère pour moi. Donc la personne, quand on n'est pas avec la personne, mais qu'elle est à côté, bon, ça arrive toujours, hein. On peut pas soutenir l'amour, même quand on aime quelqu'un, on ne peut pas aimer 24 heures sur 24. Il y a plein de moments où on fait autre chose, en fait, qu'aimer. Et puis c'est cool, justement, d'être à côté de quelqu'un, comme ça, de savoir ça va revenir, c'est bon. Hein? Quand vous éteignez la lumière, ça ne veut pas dire que l'électricité a disparu du monde et que l'ampoule est grillée. Elle est juste éteinte, c'est tout. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Mais par contre, si vous ne parvenez pas à la rallumer, c'est qu'il y a un problème. Hein. Soit les plombs ont sauté, soit il faut changer l'ampoule. Putain de métaphore de merde. Mais bon, en même temps, pas de merde. Rigolote, quoi. Juste rigolote. Mais qui fonctionne bien, en fait. Le filament à griller. Où est-ce qu'on peut jusqu'où on peut la pousser, cette métaphore? Donc là, le filament à griller, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, allez, on arrête de déconner. Ce que je veux dire sur ce livre, comme sur les autres, c'est que même des livres comme ça, qui sont très délicats, qui peuvent être mélancoliques, profonds, mais moi, ça me fait marrer, en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui les lisent comme ça. Mais il y a plein de gens qui s'interdisent de les lire en se disant « Oh là là, ça va me casser le moral. Oh là là, toujours ces trucs-là, j'ai pas envie de... trop compliqué, relations et tout ça. Et pourquoi lire cette littérature-là » Mais c'est super marrant, en fait. En fait, on peut beaucoup rire en voyant comment les autres s'étalent comme des merdes, ou se trompent, ou se... Voilà, ouais, ça dépend des jours. Hein. Quand on le lit, on se dit « Oh mon Dieu, au secours, il me faut un Valium ». Et puis, d'autres jours, ça rend joyeux, quoi. Donc, je suis dans un jour comme ça, d'accord? Je suis arbitrairement guilleré. Voilà.
Je l'ai revue longtemps après, elle avait toujours au doigt l'émeraude que je lui avais offerte, de la couleur de ses yeux. Avec les années, ses yeux se sont fanés, pas l'émeraude. Oh putain, c'est ce que je disais. On sent le dépit, on sent le mec là, il est en mode, ouais, en mode ninja, quoi, en mode décapitation avec un sabre bien aiguisé, quoi, un katana, mais vraiment du XIe siècle, quoi. Mm. Elle a gardé la bague. J'aurais plein de choses à dire sur ces histoires de bagues de fiançailles, d'alliances, etc. Moi, ça m'a fait bizarre quand j'ai enlevé mon alliance de mariage. Je la portais depuis tellement longtemps. C'est très très étrange en fait. C'est vraiment un acte extraordinairement fort. Et après, on ne sait pas quoi faire en fait de cet objet. Bon, je l'ai gardé, je l'ai dans une boîte. Puis il y avait la trace en fait, c'était sur mon doigt, le doigt avait pris légèrement la forme. Et puis il y avait une trace blanche et pas de poils, ça avait arraché les poils du doigt à cet endroit-là. Il a fallu quoi, un mois ou deux pour que ça disparaisse. Et je faisais des gestes comme si je l'avais encore. Pendant un moment, j'ai fait des gestes comme si je l'avais encore, cette alliance. Et je me suis rendu compte du coup que toutes ces années où je l'avais eue, régulièrement je la touchais en fait, je la manipulais sans l'enlever. On se sent tout nu en fait. Et ce qu'il y a de cocasse en fait, c'est qu'on avait fait graver à l'intérieur des deux alliances cette phrase « Ne me perds pas ». Mais on ne les a pas perdus. On les a enlevés. Bon, c'était parti sur un mode comique, cette vidéo. Je suis en train un peu de niquer ma propre guilloretité. Allez, oula, là il y en a un grand de fragments. À l'attaque. Il m'a conduit dans un hôtel low cost et je n'ai pas protesté. Je me sens usé. Oh putain. Je sens que celui-là, il va être rigolo. On recommence. Mais il part très très fort. Attention, il faut le lire sans rire. Il m'a conduit dans un hôtel low cost et je n'ai pas protesté. Je me sens usé. L'hiver est trop long à vivre seul. Les chambres sont desservies par une coursive à l'extérieur qu'une légère couche de glace recouvre. J'ai de bonnes chaussures, je ne glisse pas. Il a des mocassins de ville, il tombe. Il tombe de toute son assurance premier prix et ça ne me fait même pas rire. Tout est sinistre et bon marché avec lui. On s'est rencontrés tout à l'heure dans le centre commercial. Il m'a emmené dans sa voiture sans autoradio et on a roulé à la recherche de l'hôtel le moins cher. Il voulait à tout prix, non pas à tout prix justement, trouver un hôtel première classe, entre guillemets, mais il avait laissé le GPS à la maison pour ne pas se le faire piquer. Il me racontait ces détails idiots pendant le trajet, peut-être pour meubler la gêne. Il n'avait acheté le GPS que pour en avoir un, et parce qu'il y avait une vente flash la semaine dernière. Je ne sais pas ce que c'est, une vente flash, mais je n'avais pas envie qu'il m'explique. Il venait de s'arrêter pour regarder la carte routière. Je me suis moqué de son entêtement coquet à ne pas vouloir mettre ses lunettes. Il m'a demandé de la fermer. La gêne maintenant faisait de la buée sur les vitres. Pendant qu'il se relève, là, sur la coursive, lourd, empêtré, je pense à cette petite histoire adorée que me racontait ma mère et que je redemandais tout le temps. Je la redemandais d'autant plus que c'est une histoire sans fin. C'était beau, mais c'était triste. Le capitaine des pompiers pleurait dans son casque. Une goutte roula, tomba et gela. Le petit prince qui passait par là glissa et se tua. Il y eut un enterrement magnifique. C'était beau, mais c'était triste. Le capitaine. Je l'entends jurer contre l'hiver. C'est triste, oui, mais pas folichon. C'est triste, mais pas de la même façon. C'est juste pitoyable. Je m'en veux d'y mêler ce souvenir précieux de mon enfance. Nous entrons dans la chambre minuscule. Le lit double est surmonté d'un lit mezzanine si bas que je ne risque pas de m'asseoir sur lui. Il n'a pas d'érection. Il se masturbe un peu, mais comme rien ne se passe, il me dit qu'il va se préparer en désignant un placard qu'il appelle la salle de bain.
Je vais à la fenêtre, je regarde le gris du gel briller sous l'éclairage qui vient de se mettre en route. Il est à peine 6 heures. Je trouve ça beau, ces éclats. On dirait du mica oublié dans le béton. J'ai l'impression d'être sauvé par le froid métallique. Et c'est ce que je fais. Je me rhabille et je me sauve dans le début de la nuit d'hiver. Et encore une fois, sans glisser. Waouh, c'est bien ça. C'est bien. Ah, la misère. Ah, la putain de misère. En même temps, il se rencontre dans un centre commercial et 1 heure après, elle est dans sa voiture, direction l'hôtel pour se faire sauter. Donc cette femme a une piètre idée d'elle-même. On comprend assez vite que c'est ni Brad Pitt ni Elon Musk, le mec dans la voiture. Donc elle est pas dans une sorte de ravissement à une occasion extraordinaire, quoi. Elle est donc tout ce décor, tout ça, elle le mérite en fait. Hein? Hein? En fait, elle est triste, mais lui aussi, il est triste. C'est même pas triste là. Là, c'est vraiment. Il était bien trash, hein, ce fragment. Quand je l'attends, je crois le voir partout, et toutes les silhouettes lointaines sont des arrivées. Quand il ne vient pas, je crois le voir encore, et toutes les silhouettes rapprochées sont des déceptions. Bam! Bam! Il faudrait que je trouve un truc de racaille à dire. Patatras! Est-ce qu'ils disent ça dans le 9-3? Patatras! Patatras! Quand je l'attends, je crois le voir partout, et toutes les silhouettes lointaines sont des arrivées. Quand il ne vient pas, je crois le voir encore, et toutes les silhouettes rapprochées sont des déceptions. Ah, ça pourrait presque être appris par cœur. Ah là 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 là. En parlant du 9-3, j'ai appris aujourd'hui même, que pour dire baiser, en banlieue, on disait faire le sale. Genre, on a fait le sale. Incroyable. C'est pas mal, mais ça, tout de suite, ça cale le truc à un endroit. Hein? Bon. Je la croise tous les soirs dans le grand escalier qui relie la ville basse à la ville haute, cet escalier qui n'en finit pas et que je maudissais pour ça. Mais depuis qu'elle le descend tous les soirs, au moment où moi je le monte, je n'attends que ça toute la journée, l'heure de l'escalier. Je ne traîne plus jamais au travail comme la solitude m'en avait donné l'habitude. Elle aussi, elle est toujours à l'heure, parfois essoufflée, échevelée et encore plus belle. Et je ne sais pas si elle s'est dépêchée pour ne pas manquer, ou si elle a eu une dure journée, pour ne pas me manquer. Et je ne sais pas si elle s'est dépêchée pour ne pas me manquer, ou si elle a eu une dure journée. Il avait l'air heureux avec moi dans le musée. J'aimais le voir comme ça, enthousiaste, joyeux, ce n'était pas si souvent. Ce jour-là, on aurait dit qu'il l'oubliait enfin, cette fille qui le rendait encore si triste, celle d'avant moi, celle dont je n'arrivais pas à le consoler. Les photos exposées lui plaisaient, il me les montrait, il me disait « Regarde ». En sortant, il avait acheté une carte postale reproduisant une des photos, la caresse d'une main blanche sur un torse légèrement plus sombre. À l'hôtel, pendant que je dormais à ses côtés, il avait écrit au dos de cette carte et, dès le lendemain, il l'avait envoyée à celle qu'il aimait toujours. Oh putain! Les gens sont des blaireaux, quoi. C'est même pas. Ah, non, mais ah putain, oh là là, oh mon Dieu. Il a infligé le spectacle du regret à sa compagne actuelle. Il en a vraiment rien à foutre d'elle, quoi, en fait. Mais même, il a aucune. Il n'y a aucune élégance chez ce mec. Ce genre de personne, en fait, qui s'imaginent qu'en allant dans les musées ou au théâtre, ils vont devenir plus raffinés. Ce mec-là, il peut se faire tous les musées de la Terre. Il restera toujours. En même temps, il n'est pas méprisable, un peu pathétique, mais en tout cas, il ne sera jamais élégant, lui.
Ce sera jamais... ce sera jamais délicat, en fait, en tout cas. Voilà, il y a quoi? La caresse d'une main blanche sur un torse légèrement plus sombre. Ouais, donc il court comme ça dans le tableau après une délicatesse qui lui échappe complètement, effectivement. On imagine que la précédente l'a quitté pour ça, je pense. Ah, putain. Même si c'est un vrai sujet, hein. Les fantômes dans les couples, c'est un putain de vrai sujet, hein, ça c'est sûr. Mais là, le type... c'est un plouc, en fait. Il s'agitait sur sa chaise dans ce restaurant, il se grattait les cuisses, dessus, dessous, entre les cuisses, c'était gênant. Et là, on sait pas, là, dans ce livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une histoire entre eux après? C'est-à-dire que le mec, elle l'a vu en train de se gratter les couilles au restaurant et puis s'est passé quelque chose? Sûrement pas. Il était de plus en plus souvent essoufflé en marchant, en riant, après l'amour. Depuis quelques mois, il suffoquait. Il avait mal dans toute la poitrine. Il me disait qu'il sentait son cœur se répercuter partout. On a diagnostiqué un grave problème cardiaque nécessitant une transplantation. On l'a inscrit sur une liste. En attendant son nouveau cœur, il veut vivre le plus possible au cas où. Et vivre, me dit-il, c'est marcher, rire, faire l'amour. Faire l'amour surtout, mon cœur, ne me prive pas de vivre. Mais moi j'ai peur de l'arrêt cardiaque, je me refuse. C'est beau ça, hein? Elle tient à lui, elle veut pas qu'il meure. Et lui, il veut vivre. Oh, c'est beau. J'ai des amis à qui arrivait presque la même chose, en fait. Et c'est vrai que faire l'amour à quelqu'un en ayant peur de le tuer, c'est quelque chose. Enfin, de ce qu'ils m'ont raconté, c'est un truc... ça... ça complique les choses. Pendant toute l'épreuve, la concentration est si soutenue dans la salle que le moindre bruit est une intrusion. Quand il fait tomber sa montre posée sur la table, tous les visages sursautent et les regards sont agacés, sauf le mien, juste derrière lui, qui s'accroche à sa nuque, à son corps penché sur la copie. Elle est professeure en collège. Pour se faire entendre dans une classe remplie d'élèves brillants, elle a posé sa voix différemment depuis des années. Elle l'a fait progressivement, d'abord en tâtonnant et sans même s'en rendre compte. En poussant la glotte vers le haut pour parler à son petit monde agité, elle fait résonner les fosses nasales, le sinus, toute cette partie du visage que les chanteurs lyriques appellent la maschetta, la mascara, le masque en fait. Oui, c'est de l'italien. Oui, puisque ce sont des chanteurs lyriques. Puisque les Italiens, hein. L'opéra, c'est eux, en fait. La maschera. Elle est ma femme au masque. J'aime tellement sa voix. Je suis sensible à tous les sons. Je suis technicien de studio. J'ai entendu sa voix se transformer petit à petit. Quand elle fait court, le volume de sa voix augmente sans qu'elle ait besoin de crier. Elle se renforce dans les moyens aigus. Le spectre s'enrichit et le son en devient plus présent. Elle module la voix dans le registre selon qu'elle est à la maison ou en classe. Quand elle rentre le soir, elle a parfois encore sa voix de travail, plus puissante que l'autre, et puis elle l'ajuste. Elle prend sa voix de nous. Il y a une tournure stylistique qui revient. Elle prend sa voix de nous, et Emmanuel Pagano l'avait fait ailleurs. L'homme d'à côté de ma vie. Elle l'a fait plusieurs fois. C'est un peu embêtant que l'identifier et en même temps, un style, c'est une métasyntaxe, hein, donc avec voilà, c'est une métasyntaxe personnalisée. Donc voilà, on peut pas avoir les avantages sans les petits inconvénients. Il suffit de ne pas être trop analytique. Le désir d'elle me rendait plus fort, bien plus fort qu'elle. Ouais. J'y crois pas.
Hein, celui qui désire le plus, c'est le plus faible en fait. Elle examine le contenu de sa tasse sans le boire, sans parler. Nous sommes venus dans ce bar à la sortie du tribunal prendre un dernier verre ensemble. Nous sommes divorcés depuis quelques minutes. Devant son café, elle regarde notre passé et moi je la regarde. Bon, là j'aurais des trucs à raconter, mais ce serait trop intime. Et puis dans cette vidéo, j'en ai déjà dit des trucs trop intimes. Ça fait une dose de trop intime déjà absolument excessive. Voilà. J'aime quand il est nu chez moi, c'est comme s'il habitait là. Ce serait vrai ça. Elle travaille dans son cabinet dans mon cabinet, elle travaille dans mon cabinet d'architecte. Plus précisément, elle construit mes maquettes. Elle a des doigts pour ça, si fins, si petits. Quand elle se penche sur la maison miniature, elle, qui est déjà petite et menue, semble se rétracter plus encore, comme pour habiter ces espaces réduits. Je la vois diminuer. Bientôt, je la prendrai dans ma main et je la déposerai dans le jardin minuscule. Quand je lui dis ça, elle sourit d'un sourire plus grand qu'elle. Wow, wow, wow. C'est très bien ça. C'est très bien. Il y a des histoires de taille aussi chez Emmanuel Pagano, pas mal, mais c'est vrai que ça joue beaucoup en fait. Bon, parce que l'amour, c'est on rejoue l'enfance aussi, hein. Donc on rejoue l'enfance dans ces différences de taille. En tout cas, quand il y a de fortes différences, l'enfance est rejouée quand il y a de fortes différences de taille. Quoi. Même si les personnes ne veulent pas la rejouer, en fait, ils la rejouent. Bung, je vais m'arrêter. Pourquoi Parce que j'ai bon, envie, quoi. Et ah, coucou, Carole, je viens de voir ton message, parce que pendant que je lis, je peux pas lire et lire les messages. Ouais, il est cool, mon balcon. Mais je passe mon temps à me filmer au balcon. Et donc, en fait, il faut que je trouve un... faut que ça change, quoi. Toutes les vidéos sont indifférenciées, en fait, en termes de dispositifs. Il faudrait que je fasse des efforts de vêtements, peut-être. J'ai fait un petit effort aujourd'hui. Je me suis habillé en frelon. Avec mon petit t-shirt frelon. Mais bon, les vêtements et moi, je suis pas un... Faut que quand on sera déconfiné, la première chose que je vais faire, c'est me ressaper. Voilà. Je crois que pour l'année prochaine, parce qu'on ne sera pas déconfiné avant, comme ça, une fois dans ma vie, je vais me faire une année gravure de mode, en fait. Voilà. 2021, le trottoir parisien sera un podium pour moi. C'est une promesse que je fais là. Non, mais sans deck, j'ai bien envie, en fait. Pour une fois, de m'en préoccuper. En attendant, je suis un frelon. Bon, mes amis, je vous dis à demain. Journée qui, normalement, devrait être... inchangée des journées précédentes. Du moins, je l'espère. C'est en cours d'organisation. Et donc... mais bon, je me débrouillerai pour trouver un moment, quoi. Pour lire le livre. J'allais dire je vous embrasse. C'est bizarre. Parce que je ne sais pas qui je vais embrasser du coup. J'ai pas envie de tous vous embrasser. Il y a des gens que j'ai envie d'embrasser et des gens que j'ai pas envie de les embrasser. Hein. Je les connais même pas. Alors voilà. Quand j'embrasse les gens embrassables par moi, qui se reconnaîtront. Hein? Tiens, il y a un nombre d'insectes là. Bang! Allez, donc je vous embrasse. Oh, avec l'oreille des souris, la fameuse des auteurs vidéo. C'est je vous embrasse. La petite souris, le petit frelon, il vous embrasse.